Yes! C'est fabuleux! Thomas Lavey. Les Grecs. Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Au programme cette semaine, nous évoquerons les problèmes de l'Open de France de golf. Nous aurons notre envoyé spécial Jean-Philippe Rodenburger à Oman et nous parlerons du début de saison délicat de Jordan Spieth. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon et Benjamin Cadieux du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut Arnaud. Et salut tout le monde, comment ça va ? Alors on aura un Jean-Philippe dans quelques instants en ligne pour évoquer le tournoi d'Oman, mais pour l'instant je me tourne vers vous Martin Coulon. Vous avez eu longuement Keith Pelley, le patron du Tour européen il y a un mois. Vous avez raconté cette interview sur l'équipe.fr en début de semaine. Alors pour faire court, l'Open de France de golf, c'est plus un Rolex Series, c'est plus 7 millions de dotation, c'est 1,6 million pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce et c'est en octobre. Et on n'est même pas sûr que cette Open de France aura lieu en 2019. Donc, et dans son interview, pourtant Keith Pelley est très optimiste. Il se moque un peu de nous pour être poli, le Keith Pelley, Martin. Je sais pas s'il se moque de nous ou s'il se moque de lui-même parce que le Tour européen, mine de rien, l'Open de France, c'est son tournoi depuis l'an dernier. C'est le Tour européen qui organise le tournoi, donc s'il se moque de lui-même, c'est quand même assez fort. Oui, c'est sûr que le changement de statut, du fait qu'il soit plus Rolex Series et le changement de date fait beaucoup parler depuis la fin d'année dernière, où en particulier ce changement de date s'est fait de façon très soudaine pour l'entièreté du monde du golf français et surtout aussi pour mine de rien les partenaires du tournoi, et c'est surtout sur ça que ça posait vraiment question, quoi. Et c'est sur cette faisabilité du tournoi cette année que je suis pas persuadé que la question se pose, parce que le tournoi pourtant les sponsors qu'on a eu, dont on a eu écho, les Lacoste et compagnie sont quand même furieux vis-à-vis du Tour européen. C'est normal que les sponsors qui ont été mis devant le fait accompli par le Tour européen soient furax et se posent des questions quant à la façon dont ils vont mettre en gros de l'argent sur le tournoi pour le soutenir, mais j'en vois pas un s'en aller comme ça à dire c'est bon, enfin on claque la porte au truc et on arrête d'investir sur ce tournoi. Ça se fera, je pense que le tournoi se fera cette année, il se fera à minima, il se fera avec un prize money très bas, évidemment, 1,6 million, c'est ce qui a été confirmé par Keith Pelley, c'est ce qui m'a confirmé puisque c'est moi qui ai fait cette petite interview, cette longue interview au Saudi International en début de mois. Donc je ne vois pas le tournoi ne pas se faire. Je le vois se faire à minima, mais je ne vois pas le tournoi annulé cette année. Parce que donc c'est quelques centaines de milliers d'euros quand même pour être sponsor de ce tournoi. Évidemment, ils se font tirer l'oreille, ou en tout cas ils n'ont pas tellement envie d'y aller. Encore une fois, il y avait un beau tournoi en juin à l'Open de France, et puis pour l'Open de France au national. Qu'il n'ait pas envie d'y aller. On n'a aucune garantie que ce soit à court ou moyen terme, rien que sur la date. Alors le champ de joueurs, on n'en parle même pas parce que ça fait des années que c'est compliqué et que c'est de plus en plus compliqué de ramener des grands joueurs sur les tournois européens, même sur des grands noms comme l'Open de France. Donc comment ramener un sponsor et mettre plusieurs centaines de milliers d'euros quand on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, où ce sera et même sur quel parcours. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Ben, et le vrai souci, c'est non seulement de ramener des nouveaux sponsors éventuels, mais c'est surtout de garder la confiance des sponsors actuels, parce que là, clairement, c'est la façon de faire qui a été pointée du doigt, et c'est cette façon de faire là, cette façon de faire un petit peu à l'emporte-pièce, un petit peu du jour au lendemain, et quand on l'a interrogé sur plusieurs fois, j'ai remis un peu le couvert sans être trop lourd, parce que c'était pas l'idée. L'idée, c'était d'avoir le point de vue de Keith Pelley du Tour européen, qui avait été accusé nommément par Pascal Grisot dans les colonnes de l'équipe et par nous-mêmes, puisqu'on avait fait l'interview tous les deux avec Arnaud. L'idée, c'était pas de cintrer le bonhomme, c'est pas encore le but, ou c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était d'avoir son avis et sa façon de voir les choses et comment il a procédé. Le process, il a été assez clair, il a été d'appeler effectivement Pascal Grisot, mais sauf qu'il l'a appelé 2 jours avant le changement de date effectif. C'est là où c'est la façon de faire, quoi. Non, mais tout le monde a été prévenu, tout le monde est tombé de très très haut quelques jours avant le tournoi, et a commencé par la Fédération française de golf, qui a envoyé une lettre d'ailleurs. On va y revenir dans quelques instants. Mais Rémi Rivière, qui est à Oman avec Jean-Philippe Rodenburger,
a pu avoir quelques joueurs français et on écoute Romain Langasque sur ce changement de date de l'Open de France et ce changement de dotation. Ah, c'est comme ça, à mon avis, ce sera une année compliquée pour l'Open de France. Après, si c'est 1,6 million cette année pour rebondir les autres années avec un plus gros tournoi, tu vois, on verra. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a une date qui va... Avec cette date et une bonne dotation, je pense qu'on aurait pu avoir un gros tournoi. Et avec cette date et une mauvaise dotation, je pense que du coup, on n'aura pas un gros tournoi. Mais écoute, c'est aussi l'occasion qu'il y ait moins de bons joueurs et avoir plus de chances pour le gagner aussi. Donc, plus de Français. Voilà, plus de Français, plus de chances pour un Français de le gagner. Et on va essayer d'en profiter dans ce sens-là. Oui, Romain Langasque, plutôt fataliste au départ et plutôt positif par la suite. C'est sûr que le champ de joueurs ne sera pas fabuleux cette année. Même en Rolex Series, il n'était pas fabuleux. Même dans les Rolex Series d'ailleurs, dans les Final Series, le champ de joueurs n'était pas incroyable. Donc bon, effectivement, on peut s'attendre au pire cette année. C'était quand même pas. Ça va rien avoir cette année. Quoi. C'est sûr que ça va être totalement différent. Clément Sordet a été lui aussi interviewé par Rémi Rivière et lui on sent Clément qu'il est quand même un peu plus inquiet sur l'Open de France et sur cette date d'octobre. Bah oui, ça fait mal qu'il soit en octobre, mais bon ça nous on peut rien y faire. C'est lié au calendrier, aux sponsors. Mais voilà, l'Open de France a toujours été un tournoi prestigieux et le fait de le mettre en fin d'année comparé aux autres tournois qui est beaucoup moins important, c'est sûr que pour nous ça fait mal, mais ça restera toujours l'Open de France. Voilà, Clément Sordet, interviewé par Rémi Rivière. On a quand même l'impression Kees Pelley, il a été très fort avec vous. Moi, je trouve que son interview, c'est incroyable. On a l'impression que tout va bien. Il est très bon. Il est très bon. Et avec les joueurs, c'est pareil. Il endort tout le monde, ce Kees Pelley. Je sais pas si c'est un très bon communicant. C'est un bonhomme qui vient du monde des médias et de la communication en particulier. C'est un bonhomme qui a une faconde assez, voilà, c'est quelqu'un d'assez volubile, assez. Faconde. Faconde, oui, j'aime bien ce mot. C'est joli, hein, t'as vu, j'ai réussi à le placer. Ouais, il y a un communicant. C'est évident que c'est un bonhomme qui sait endormir son auditoire, mais moi, ce qui m'intéressait énormément à travers cette interview, et j'espère que c'est quelque chose qui s'est ressenti, c'est qu'il ne répond pas vraiment aux questions qu'on lui pose, quoi. Voilà, clairement. Et que quand on lui demande s'il a assez consulté les partenaires historiques, s'il a assez consulté, ne serait-ce que même les joueurs, même parce que je veux dire, appeler Pascal Grisot comme lui, il s'est défendu. Moi, j'ai appelé Pascal Grisot, mais Pascal Grisot, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? C'est pas lui qui organise le tournoi, c'est pas lui qui joue, c'est pas lui qui fait le parcours. Enfin, je veux dire, c'est assez étonnant, quoi. Voilà, en fait, avec ce bonhomme-là, il faut savoir lire entre les lignes et surtout entendre les silences et entendre ce qui n'est pas, ce qui ne dit pas, quoi, ce qui n'avance pas, ce qui ne répond pas. Parce que là, Martin, on parle de la première partie sur l'Open. Vous l'avez fait en deux parties, la deuxième partie sur l'Open de France. Mais la première partie que vous avez publiée lundi, c'est la santé du Tour européen n'a jamais été aussi étincelante. Et c'est quand même par là que Pascal Grisot avait attaqué son interview et avait attaqué un peu le Tour européen. C'est qu'apparemment les finances du Tour européen sont dans un état assez lamentable. D'ailleurs, même la Fédération française de golf, qui jusque-là était plutôt neutre, voire favorable, s'en inquiète et envoyait une lettre au Tour européen et envisagerait même, pourquoi pas, d'arrêter de financer les tournois du Challenge Tour en France en disant peut-être qu'on pourrait ne pas financer une entreprise qui est quasiment en faillite. Donc c'est quand même assez incroyable. Pour Kees Pelley, la santé du Tour européen n'a jamais été aussi étincelante. Il est incroyable, ce bonhomme, quand même. Ou alors il a raison. Alors, Benjamin, il y a des choses qui sont assez irréfutables. Ça s'appelle les comptes du Tour européen. C'est les chiffres. Et évidemment, des chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, en fonction de ce qu'on regarde, en fonction de quelle data ou quelles données on met en avant. On peut dire oui, effectivement, que le Tour n'a jamais été en aussi bonne santé. Quand on regarde qu'il y a 22 et des bananes de millions depuis 3 ans dans les caisses du Tour européen, c'est pas faux. C'est pas faux, mais sauf que c'est oublier le nombre d'investissements et donc de dettes qui sont à mettre dans la balance. Et c'est là où dans l'interview qu'il nous a donné Pascal Grisot confirme un petit peu ce qu'on avait nous aussi pu constater quand on avait étudié un petit peu les comptes, même si nous on n'est pas, enfin moi perso je suis pas un as de la compta. Je me suis appuyé sur des gens chez nous qui sont des as de la compta et qui m'ont dit ah oui quand même gaffe. Enfin je veux dire le reste à vivre entre guillemets du Tour européen fin 2017, donc les comptes de fin 2017 de la fin d'année dernière ils sont un
un peu inquiétants. Il y avait 424 000 pounds dans les caisses effectives du Tour. Alors oui, alors qu'il y en avait 24 millions. Ouais, mais dans un avant, sens, moi, la question que je lui ai posée à Kispelé, c'est OK, je veux dire, vous avez une politique d'investissement. Dans quelle mesure vous investissez? Et puis, ces investissements, qu'est-ce que vous espérez les voir apporter derrière, quoi? Et lui, c'est toujours pareil. Ça se base sur ce cycle de 4 ans et sur la Ryder Cup qui est censée et qui va renflouer les caisses et qui est censée renflouer les caisses. Mais sauf que cette politique d'investissement, c'est celle-là qui pose question. C'est une politique qui est dirigée vers les joueurs, vers les prize money et vers les opportunités de jeu, comme il le disait. OK, pourquoi pas, mais c'est dangereux parce que ça rapporte pas des masses, quoi. Et c'est ça le problème. Elles sont où les rentrées, quoi? Benjamin? Non, juste pour défendre un petit peu Kispelé, faut pas en faire le grand méchant parce pour moi, il n'est pas responsable de la situation si catastrophique, enfin, si mauvaise du Tour européen. Regardez le top 10 mondial, il y a 4 joueurs européens. Justin Rose, Rory McIlroy, John Ram et Francesco Molinari. Il n'y a aucun de ces 4 joueurs-là qui joue très régulièrement en Europe. Même Rory McIlroy vient de sortir de l'Open d'Irlande, il ne le jouera pas cette année. Après, il y a évidemment 4 ans de bon LOE service, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Kispelé, où il y a vous avez le PGA Tour en face de vous avec. Oui, mais justement, c'est la course aux dotations et le fait de ruiner le Tour européen, en tout cas de dépenser toutes les réserves du Tour européen. À un moment, il fallait faire quelque chose. Les joueurs, Paul Casey nous l'avait dit il y a quelques saisons, à l'époque de l'ancien boss du Tour européen qui s'appelle Martin, qui s'appelle. L'ancien boss du Tour européen qui s'appelle Georges O'Grady. Voilà, qui est Paul Casey nous avait dit à cette époque-là, il se passait rien du tout. Donc au moins il a tenté des choses. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand le PGA Tour et en tout cas l'Amérique domine tout, 3 majeurs, 3 WGC et les meilleurs joueurs européens qui jouent là-bas. Peut-être, mais à ce moment-là, il faut le reconnaître, Benjamin. C'est tout. Mais Il faut dire c'est une fuite pas dans en son avant. intérêt. Mais évidemment qu'il va pas dire non mais le Tour européen c'est fini, c'est le Challenge Tour du PGA Tour. Ça va pas se produire. Le mec il est boss d'une entreprise. Il pourrait être boss d'une entreprise en disant je tente des coups. En étant positif dans sa communication, c'est ce que font tous les chefs d'entreprise. Oui, il peut aussi être juste et ne pas mentir et ne pas mettre en péril la santé du Tour européen. Et là, on a vraiment l'impression que c'est ce qu'il fait. Ouais, j'aurais pas plus l'impression. Je pense qu'il subit une situation qui le dépasse complètement, qui dépasse aussi l'Open de France. On l'a dit plusieurs fois sur ce podcast. Quelle entreprise va mettre ne serait-ce qu'un demi-million d'euros dans un tournoi qui intéresse 30 000 personnes en France? Faut être honnête. Vous voyez les sommes qu'il faut mettre rien que pour avoir les deuxièmes couteaux du circuit européen. Martin, on est dans la même entreprise qu'ASO et quand ils organisaient encore le tournoi il y a 3 ans, ils commençaient à gagner de l'argent. Donc il y a quand même moyen d'organiser un tournoi. C'est pas facile, mais il y a quand même moyen. Et c'est sûr que le Tour européen, en récupérant tous les tournois, pour l'instant, n'a pas l'air de prendre la bonne. Mais tout n'est pas la faute de Kispelé, c'est ça que je veux dire, et c'est normal qu'il communique de façon positive. Tous les grands chefs d'entreprise. On est d'accord, Ben, t'as raison. Enfin, je veux dire, Kispelé, c'est le boss d'un Tour européen qui est mené par un board. Donc c'est aussi les membres du board qui sont s'il y a des responsables à trouver, qui sont entre guillemets responsables de cette façon de faire, de cette façon d'investir. Lui, il est la tête de pont. C'est normal qu'il réponde en tant que CEO du truc, en tant que président, directeur général. Pardon, je parle un peu en anglicisme, c'est pas beau, qui répondent de ça, quoi. Mais ça, en fait, moi, c'est ça pose pas mal de questions, et les questions précises que je crois que c'était des questions précises, maintenant j'en doute un petit peu, mais les questions précises que je lui ai posées justement sur cette politique d'investissement, justement sur ce côté, ouais, c'est un peu bizarre de se dire qu'il ne vous reste plus que tant dans les caisses. Comment est-ce que vous comptez remettre le truc à flot? Et c'est très vague. Oui, la Ryder Cup 2018 a été un succès financier historique, mais je peux pas vous donner les chiffres. Justement, Martin, quand on n'a rien à se reprocher, moi je pars du principe que quand on n'a rien à se reprocher, qu'on est accusé pas par nous, hein, même pas par moi je l'accuse de pas grand chose, enfin de rien du tout. Moi j'essaie juste de comprendre et de mettre de l'objectivité là-dedans. Mais quand Pascal Grisot l'accuse dans nos colonnes avec des trucs précis, genre des chiffres, des données, et qui répond pas ou pas du tout, et qu'il répond en disant non mais attendez, vous vous rendez compte, imaginez, moi mettre en faillite, jamais. C'est pas une façon de communiquer, même dans une petite crisounette comme ça, quoi. C'est pas une petite crisounette. Martin, pour terminer, alors justement ces comptes du Tour européen là qui vont un peu décider de qui a tort, qui a raison, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal, quand c'est qui tombe, quand c'est qui tombe, et quand est-ce qu'on saura?
Normalement, comme n'importe quel compte de n'importe quelle boîte, ils sont censés tomber là dans les premiers mois de l'année, mais apparemment le Tour européen a tendance à publier ses comptes au mois de juin, si ce n'est un peu plus tard. Donc on a encore un peu de temps avant de voir si effectivement la Ryder 2018 est une telle bouffée d'air pour le Tour européen. Évidemment on le souhaite, parce que sinon ça voudrait dire que concrètement dans les années qui viennent, les joueurs vont se retrouver avec de moins en moins de tournois. Enfin, faut pas noircir le tableau non plus. Mais s'il n'y a plus d'argent pour organiser des tournois, alors que le Tour européen, dont la stratégie affichée est de dire on veut de plus en plus récupérer, nous en tant qu'organisateurs des tournois, s'il n'y a plus d'argent pour les organiser, et donc pour mettre des prize money, et donc pour payer les joueurs, comment on fait? Tu vois, c'est compliqué ça. Bon, donc en tout cas, le suspense n'est pas terminé. On n'a pas fini de parler de cette Open de France, de ce monsieur qui se pélait, et du Tour européen. Justement, le Tour européen, on y vient. On a Jean-Philippe Rodenburger, notre envoyé spécial, sur place à Oman, et on va l'avoir au téléphone. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Alors, petit Vénard, une nouvelle fois, vous avez pu jouer un Pro-Am. Cette fois, donc, c'était le Pro-Am de ce tournoi du Tour européen à Oman, et en compagnie de Thomas Detry. Ça devait être sympa comme parcours et comme tournoi, Jean-Philippe. Ah bah écoutez, c'est vrai que c'était très sympa ici. Il faut savoir que c'est l'hiver, hein, comme chez nous, mais l'hiver à 24 degrés, c'est quand même assez cool. Et puis parti avec Thomas Detry, un Belge francophone. Donc évidemment, il parle français, donc on a pu pas mal discuter avec lui. Il avait joué déjà ce parcours de l'Almouche Golf en 2016, quand à l'époque c'était tournoi du Challenge Tour, et il a vraiment vu des évolutions, donc on a pu un peu discuter de tout ça. C'était vraiment très très sympa. Un parcours qui est totalement fabuleux, qui a changé vraiment de classe entre le Challenge Tour et maintenant le Tour européen. C'est plus du tout la même chose. C'est les fairways sont nickel, les greens sont un peu durs comme du béton, et ça roule assez vite. J'ai vu le greenkeeper qui m'a confié que les greens étaient à 12,5 préparés pour ce tournoi, donc c'est assez ultra rapide, quoi. Jean-Philippe, hein, donc ce parcours d'Oman a accueilli la finale du Challenge Tour de 2015 à 2017. Depuis l'année dernière, c'est un tournoi du Tour européen, et vous avez posé une question à Thomas Detry sur ce parcours qui le trouve vraiment au top, et comme ses collègues belges, il a toujours le bon mot, Thomas Detry, pour parler de ce parcours. En 2016, on n'a pas eu de chance, les greens étaient malades. Donc ça a un peu changé la donne. Donc les fairways étaient top, mais les greens étaient malades. Et là, cette année vraiment, c'est top notch, quoi. Il y a de A à Z, des départs jusqu'au green, c'est laser. Parfait. Dubaï, Abu Dhabi, c'est toujours top. Et l'Arabie Saoudite, c'était magnifique aussi, hein. Mais bon, tous ces parcours ils étaient incroyables. Et je pense que là, il y a quand même une petite différence en plus. À mon avis, il n'y a pas eu beaucoup de jeux. Comme il n'y a pas beaucoup de golfeurs ici à Oman, à mon avis, ça risque... on voit bien que le parcours n'a pas beaucoup été utilisé, donc il n'y a pas beaucoup de niveaux, et les greens sont parfaits. C'est laser. Vous connaissiez cette expression, Benjamin? Non, ça doit venir du plat pays, je pense. C'est laser. Mais oui, mais c'est laser, ça veut dire que c'est au cordeau, quoi. Mais vous parlez pas le belge ou quoi? En tout cas, c'est toujours aussi sympa de les interviewer, nos amis d'Outre-Quiévrin. Jean-Philippe, comment il a joué, Thomas Detry? Comment il se sent? Alors Thomas Detry, il en a mis un peu partout. Ah bah ça vous fait un point commun. Ça fait trois semaines qu'il n'avait pas. C'est 3 semaines qu'il n'avait pas mis les pieds sur un tournoi du Tour européen. Il avait fait un break de 3 semaines, donc le temps de se recaler. Les recos, c'est fait pour ça aussi. Regarder un peu les derniers détails, mettre plusieurs balles, se tester. On n'a pas gagné, hein. Il en a mis un peu partout, hein, mais ça va être de sa faute bientôt. Bien amusé. Et puis, mais pour revenir sur le parcours, un des éléments primordial, cette semaine, ce sera forcément le vent. Primordiaux, ça sera le vent. Ça sera le vent parce que, en fait, c'est un parcours qui me rappelle un peu le parcours du Verdura Golf Club où se joue le Roccaforte Open. Parcours de bord de mer où, quand il n'y a pas de vent, le parcours se fait déchirer par les joueurs, mais une fois que le vent monte le bout de son nez, c'est plus du tout la même chose, et ça peut devenir dantesque. Et justement, est-ce qu'on annonce du vent pour cette semaine ou pas? Quelle est la météo, Jean-Philippe?
Alors effectivement, donc le vent, ça se lève toujours en fin de matinée, et effectivement on attend du vent justement pour notamment vendredi où on annonce des grosses rafales. Alors je peux pas vous dire le nombre de kilomètres/heure, mais ça risque de souffler déjà là ce soir. Ça s'est levé vers, allez, on va dire vers midi, et les parties d'après-midi c'était plus du tout la même chose. Moi j'étais content de jouer le matin. Ok Jean-Philippe, justement vous lui avez posé la question sur le vent, sur ce parcours à Thomas Detry, et il vous répond à propos d'Éole. Dès que ça souffle ici, il faut faire attention avec les greens durs en plus et rapides. Je suis curieux de savoir en plus ce qu'ils vont faire parce que les greens sont assez rapides là maintenant, et donc si vraiment ça souffle, on verra un peu comment ça va se passer, mais si ça souffle beaucoup, les greens ils risquent de devoir les ralentir un petit peu, donc on verra, mais en tout cas si ça souffle ici, surtout le vent de côté, c'est pas évident, donc il va falloir gérer ça. Un petit peu de vent samedi, ça va monter autour de 40, des rafales à 40 km/h. Un petit peu de vent. Il y a gavé de vent. Et 26 km/h pour les autres jours de la semaine. Ouais, merci. Ça se couvre un petit peu le samedi. Voilà. 4-5 à ce niveau-là. Voilà. Si vous avez besoin d'un point météo, Jean-Philippe, vous demandez à Benjamin. Alors, vous avez joué avec un Belge francophone, mais vous êtes sur place à Oman avec Rémi Rivière qui a eu Clément Sordet et Romain Langasque. Comment vont nos joueurs français, et est-ce que vous avez vu Victor Dubuisson? Eh ben, écoutez, on l'a vu, au practice et au putting green, furtivement, mais on l'a vu. Il s'en allait vers d'autres contrées apparemment, mais il jouera bien, il sera bien présent. On le sait, Victor Dubuisson, il n'a pas joué le Pro-Am, il a dû sûrement faire quelques trous en fin de journée, mais voilà, c'est toujours, il arrive souvent au dernier moment, mais ça n'empêche pas de pouvoir bien jouer et de pouvoir sortir des gros scores. On sait que lui, en plus, il aime bien les conditions un peu venteuses comme ça, donc pourquoi pas un Victor Dubuisson en forme cette semaine, ça pourrait être sympa. Et du côté des autres joueurs français, des infos, des joueurs en forme, des interrogations, des scoops? Pour le moment, pas grand-chose, pas de scoop en tout cas. On a vu Romain Langasque et Clément Sordet qui, eux, ont de bons souvenirs ici, donc ils espèrent aussi faire une belle perf. Mais bon, ils l'ont dit, les deux joueurs, c'est pas le même parcours du tout que celui du Challenge Tour, donc c'est vraiment plus challenging. Et donc du coup, ça sera pas la même limonade, comme on dit. Merci Jean-Philippe. Écoutez, on vous souhaite une bonne semaine. On va suivre évidemment toutes vos vidéos, tous vos papiers sur l'équipe.fr pendant toute la semaine. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Salut Jean-Philippe. Allez, pour terminer cette émission, on va prendre des nouvelles de Jordan Spieth, une légende américaine, ou en tout cas un champion américain qui a quelques problèmes en ce début de saison. Et pour parler de Jordan Spieth, nous sommes avec Guillaume Biojo, directeur pro du golf du Vaudreuil et responsable de l'académie Altus en Europe, l'entreprise de Cameron McCormick, le coach de Jordan Spieth. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors Guillaume, vous avez eu la chance d'aller aux États-Unis au début du mois de février, fin janvier, début février, une quinzaine de jours. Non, début janvier. Début janvier. Merci Guillaume de cette précision. Vous avez la chance de côtoyer, enfin la chance, c'est grâce à vos fonctions de directeur d'Altus Europe que vous avez côtoyé Cameron McCormick, et vous avez vu Jordan Spieth à l'entraînement. Alors avant de vous demander des nouvelles de Jordan Spieth, on va quand même en donner des chiffres. Il est 27e mondial, il est sorti pour la première fois du top 10 en octobre. Il y était depuis décembre 2014 et il n'avait pas été aussi mal classé, 27e mondial, je le rappelle, depuis septembre 2013. Il est 178e de la FedEx Cup, 71,2 de moyenne de score. Son meilleur résultat, c'est 35e. Il a quand même fait des 65 et des 66, notamment au premier tour des tournois. À chaque fois, on se dit, ça y est, il est de retour. Et à chaque fois, ça se passe très mal. Qu'est-ce qui arrive à Jordan Spieth, Guillaume? J'aimerais pouvoir vous dire exactement ce qui se passe. Je pense que tout le monde aimerait savoir exactement ce qui se passe. C'est pas aussi simple que ça. Ce qui est sûr, c'est que cette dégringolade a commencé déjà en début d'année dernière. Il a fait une saison l'année dernière qui était pas catastrophique non plus, fini 31e de la FedEx, ou une place le Tour Championship, ce qui n'était pas catastrophique, mais ce qui n'était pas bon pour un Jordan Spieth. Ce que pas grand monde sait, peut-être que vous l'aviez indiqué, mais c'est qu'il a une mononucléose en début d'année dernière. Et à partir de là, ce qui n'est pas du tout bien évidemment une excuse, mais à partir, ça a été un peu le déclencheur d'une grosse perte de confiance.
principalement l'année dernière au putting où il a loupé un nombre de petits putts tout à fait dément. Et depuis, ça va pas bien, ça va même mal. Voilà, donc avec Cameron, il travaille sur beaucoup de choses. De temps en temps, les sessions sont plutôt houleuses. Je ne rentrerai pas trop dans le détail de certaines choses, bien évidemment, mais parfois ça peut être un petit peu houleux parce que Spieth s'impatiente, les résultats ne viennent pas et quand on est un joueur comme Jordan Spieth, que les résultats ne viennent pas, ça peut être OK pendant un certain temps, mais là ça commence à être long. Alors Guillaume, c'est houleux, on ne vous demande pas de nous raconter, mais en revanche, vous êtes là en tant qu'observateur, vous êtes juste à côté, vous êtes 3 et on se sent trop dans ces cas-là. Comment ça se passe? On sent que même de temps en temps, il y a une petite retenue de la part de l'équipe pour pas s'emballer parce que je suis là. Mais oui, bien évidemment, mais c'est tout à fait logique aussi que ça soit un petit peu houleux parce que si ça fonctionne pas, il y a forcément des choses aussi probablement à l'intérieur de l'équipe où de temps en temps, il peut y avoir une incompréhension, ce genre de choses. Donc c'est pas grave non plus, mais on sent vraiment une impatience de Jordan Spieth parce que même au practice, quand il fait une séance qui est tout à fait correcte, voire exceptionnelle pour le commun des mortels, il y a des choses qui voilà, on le sent hyper impatient. Dès qu'il y a un coup un peu moins bon pendant la séance, on sent qu'il s'irrite rapidement. Les échanges avec Cameron McCormick n'étaient pas le cas avant où il était plus patient. Là, la patience est au bout du système et il faut que les résultats arrivent rapidement. Martin? Ouais, Guillaume, moi depuis tout à l'heure, tu utilises le mot impatience. C'est pas du tout, moi, un mot qui va avec le personnage de Jordan Spieth, que je trouve au contraire d'une placidité et d'un calme olympien. Depuis la première fois où je suis allé le voir en conférence de presse, c'était au Masters, l'année où il finit deuxième derrière Bubba Watson, si je dis pas de bêtises. Ouais, enfin, il vit quand même tous ses coups à 200%. Bien sûr, ouais, mais ça n'empêche que c'est quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas côtoyé comme tu l'as fait à l'entraînement, mais ça a l'air d'être quelqu'un d'assez placide, d'assez tranquille. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Enfin, c'est pas le cas du tout. Moins qu'avant. C'est-à-dire, oui, évidemment, c'est quelqu'un qui est hyper calme, hyper posé, hyper gentil, incroyablement gentil. Mais voilà, on sent par rapport à d'autres joueurs que le mauvais coup à l'entraînement a une influence hyper importante. Ce qui en général, pour ces joueurs professionnels, n'en est pas parce que quand ils sont en practice, ils cherchent certaines choses et qu'il y a un mauvais coup, ok, ça fait partie du process, je dirais, d'apprentissage et d'amélioration des choses. Là, on le sent hyper impatient et les discussions effectivement avec Cameron sont, c'est vraiment un nouveau trait de sa personnalité en ce moment qui n'était pas le cas avant. Ou avant, il était encore dans une période d'apprentissage. Il est quand même super jeune, donc il s'autorisait avant à louper, il s'autorise moins à louper aujourd'hui. Ouais, il est rentré dans le top 10 avant d'avoir 20 ans, à 19 ans à peine, et donc il vient à peine d'en sortir à 25 ans. Il y restait quand même 6 ans. Et si je peux rebondir là-dessus par rapport à cette impatience, c'est peut-être, comme vous l'avez indiqué au départ, il a été en tête après 2 tours ou pas loin, je crois. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais à Pebble Beach, il était très proche après 2 tours. Riviera, il était en tête après 2 tours. Et je pense que par rapport à avant, mais ça c'est uniquement mon opinion à moi, c'est que dès l'instant maintenant où il fait un mauvais coup, pareil, il est assez rapidement irrité et assez rapidement il perd confiance et tout de suite ça l'emmène dans une spirale négative que probablement il arrivait à mieux gérer avant. Ça c'est uniquement mon opinion. Ouais, Guillaume, comment on explique ces mauvais scores de Jordan? Il y a évidemment des petits accidents, un petit 81 qui est passé, des 75 et 76, mais on sait aussi qu'il est autour de la 90e place au stroke gain putting. Est-ce que toi, tu as mis le doigt sur autre chose? Pourquoi Jordan Spieth joue moins bien juste en point de vue chiffres et technique? C'est le putting? Le putting, ça allait mal et on sait qu'une grosse partie de son jeu est basée sur le putting. Donc quand ce domaine-là chez lui va moins bien, ça influe sur le score en général. Il a perdu confiance en loupant rapidement des petits putts l'année dernière et ils ont remis vraiment... ils ont été loin dans la recherche de certaines choses, principalement, je ne sais pas si vous l'avez constaté, évidemment que vous avez dû vous, compétent comme vous êtes, le constater, mais il ne peut plus regarder dans le trou, ce qui a été
quand même une vraie révolution pour lui parce qu'il avait tellement perdu confiance qu'il était obligé de regarder le trou. Donc ils ont décidé au bout d'un moment de ne plus regarder le trou. Donc il a fallu réussir à lutter contre ça. Et une deuxième chose contre laquelle ils ont lutté, c'est ce forward press un peu important qu'il avait au démarrage, qui orientait la face à droite et qui obligeait Jordan Spieth à réaliser encore plus la phase de club que d'habitude. Et c'était un petit mouvement un peu parasite, un peu de tension que ce petit forward press, que lui d'ailleurs faisait d'une manière extrêmement tonique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr. Donc le forward press, on rappelle, c'est avancer les mains au putting juste avant de démarrer le putt, c'est ça? Exactement, Benjamin. Et de temps en temps, il le faisait même 2 fois. Parce que devant la balle, il n'était pas à l'aise et qu'il fallait trouver ce petit starter. Il avait du mal à démarrer, donc il faisait même par moments des petits doubles forward press avec beaucoup de tension, avec un rythme assez saccadé. Et donc ça à la fois ça orientait la phase de club à droite, à la fois ça créait un rythme un peu parasite, donc il loupait des putts très courts. Donc ils ont vraiment décidé d'essayer de ne plus regarder, c'est même pas d'essayer, il ne regarde plus le trou. Il essaie de démarrer avec moins de forward press pour que l'orientation de la phase de club soit plus juste et plus en rapport avec le trou. Et sous pression, c'est des choses qui sont pas encore là à 100%, mais il peut malgré tout déjà mieux que l'année dernière. Ouais, il le fait encore, Guillaume. Oui. J'ai une vidéo sous les yeux du 20 Ferré, donc du dernier WGC la semaine dernière. C'est un forward press et on le voit bosser beaucoup avec le. Vous savez, Guillaume, cet outil, le miroir qui est posé au sol. Ça sert à quoi ce miroir? Jordan Spieth, il a passé des heures là encore. Miroir qu'on pose au sol. Le miroir sert à vérifier un alignement d'épaule correct, un alignement pour certains au niveau des yeux correct. On sait que Jordan Spieth a une tête qui est légèrement décalée et qui a un œil droit qui est sous l'œil gauche. Donc, comment eux fonctionnent, Cameron McCormick et Jordan Spieth, il a sur son miroir ses repères à lui, c'est-à-dire l'endroit où il faut que ses yeux soient et l'endroit où il faut que les épaules soient. Que ça soit vous, Arnaud, moi, que ça soit Martin, que ça soit Benjamin, on fonctionne tous différemment et on sait que pour bien viser, Jordan Spieth a besoin d'avoir cette tête un petit peu décalée, ses yeux un peu décalés. Donc lui vérifie sur ce miroir avec ses repères il cherche à se rassurer, quoi. Voilà. Et puis qu'il est oui, carré, avoir des repères. Exactement, qu'il est dans sa zone, qu'il est dans ses repères, exactement. Martin? Ouais, une petite dernière, juste pour être dans les petits papiers, dans les réunions comme ça que tu as vu, dans les entraînements que tu as pu percevoir, est-ce que on sait que Jordan Spieth, le Masters, c'est un peu son deuxième jardin, c'est un peu là où tout a un peu commencé pour lui, où tout peut recommencer pour lui. Est-ce que il est incroyable là-bas, de toute façon, Jordan Spieth. Chaque année, il joue la gagne, de toute façon. On l'a vu l'année dernière, il a fait quoi, 63, je crois, pour finir, ou 64, je sais plus. Mais oui, c'est son. Est-ce que cette petite impatience, ou cette impatience réelle, elle vient de ce fait de se dire, voilà, il faut que je sois prêt pour là, évidemment pour là, puisque c'est le premier majeur de l'année, mais encore plus parce que c'est Augusta et que c'est un peu chez lui? Alors, ça, malheureusement, je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas été. Merci Guillaume, à bientôt. Non, parce que les sessions auxquelles j'ai assisté étaient des sessions extrêmement techniques, que ce soit au grand jeu ou au putting, et effectivement, ils ne sont pas rentrés dans ces détails-là, où évidemment le Masters est bien évidemment coché en rouge sur son calendrier et sur les résultats qu'il veut avoir. De toute manière, il n'est focalisé que sur les majeurs. Et toute la saison est organisée autour des majeurs pour être compétent pendant les majeurs. Mais je pense que là, l'impatience, elle est totale. Comme les chiffres qu'a donné Arnaud au départ sont des chiffres qui sont, oui, pour un Jordan Spieth, pour tout ce qu'il y a derrière, parce que les sponsors, enfin bon, on va pas lister tout l'impact que ça a. Mais oui, il est extrêmement impatient, mais je pense qu'il est impatient là d'une manière générale. Aujourd'hui, il serait prêt à gagner à mon avis, le tournoi le plus petit du PGA Tour pour se relancer. Et même si les ambitions sont des ambitions de majeur, là, et je pense qu'il a besoin d'un résultat à peu près n'importe où. Jordan Spieth va prendre un petit peu de repos et va reprendre chez lui à Austin selon ses mots, sa ville préférée, c'est-à-dire il est de là-bas, il est du Texas et ça sera au WGC à la fin du mois de mars. Et il va reprendre devant sa famille et ses amis sur un parcours qu'il adore, donc là aussi il va compter là-dessus pour se relancer, quoi, à domicile, et d'abord un petit peu de repos et d'entraînement pour Jordan Spieth. Guillaume Biojo, je rappelle que vous êtes le directeur pro du golf du Vaudreuil et responsable de l'académie Altus en Europe, l'académie Altus, dont le patron est Cameron McCormick, le
coach de Jordan Spieth. Merci Guillaume d'avoir été avec Merci nous. à vous. À bientôt sur ce podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Allez, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Martin Coulon, notre nouveau actuel réalisateur. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Salut tout le monde. Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf.